Bonjour et bienvenue dans le Débrief Afrique. Chaque semaine, nous revenons sur les grands faits marquants de l'actualité du continent. Politique, économie, diplomatie, sécurité, culture et mutation profonde des sociétés africaines. Cette semaine encore, les prises de position observées à travers l'Afrique et au-delà, bien évidemment, révèlent un même fil conducteur, la remise en question des anciens rapports de domination et l'émergence de nouvelles aspirations fondées sur la coopération, la souveraineté, la dignité et la responsabilité collective. Ces dynamismes traduisent un début de fond sur la manière dont les sociétés africaines, européennes et internationales repensent aujourd'hui leurs relations politiques, culturelles et humaines. Pour analyser ces enjeux majeurs, décrypter les événements et croiser les regards surtout, nous vous proposons un nouveau regard sur une Afrique en pleine mutation, en pleine transformation. Pour cela, je reçois dans ce studio d'abord à Rabat mon confrère Mohamed Ndjong. Bonjour Mohamed. Bonjour Bachir. Mohamed Ndjong est journaliste à Le 360, un site spécialisé, un site d'information marocain. Il est spécialisé surtout en intelligence économique et en géopolitique africaine. Sa lecture transversale des dynamiques économiques et stratégiques du continent apporte forcément une perspective précieuse à nos échanges. En visio depuis Dakar, au Sénégal, Omar Ndiaye, bonjour. Bonjour Bachir, merci encore pour l'invitation et mes salutations à mon confrère Mohamed avec qui j'ai partagé la dernière fois un débat. Et c'est toujours un plaisir de trouver votre plateau qui est un plateau très intéressant et très important pour comprendre les dynamiques africaines comme vous l'expliquez tout le temps. Merci encore. Merci Omar. Ce n'est pas parce qu'il est confrère à moi qu'il me fait ce compliment, je crois. Monsieur Ndiaye est journaliste au quotidien donc, national sénégalais Le Soleil. Il est lauréat du prix du journalisme de la CEDEAO, donc très réputé dans la sous-région déjà. Il est spécialiste des relations internationales et des enjeux de sécurité. Omar apporte une analyse stratégique précieuse et un regard éclairé sur les dynamiques régionales et internationales. Bienvenue Omar, avec nous encore. Avec nous également de Cotonou, la capitale du Bénin. Idriss Linge, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Média TV. Juste un petit rappel, Cotonou est la principale ville économique. La capitale de ce beau pays, c'est Porto Novo, une très jolie ville qui n'a aucune concurrente en Afrique subsaharienne. D'accord, c'est bien noté. Donc vous êtes à Cotonou, la capitale plutôt économique du Bénin. Michel Linge est directeur des rédactions du groupe Média Magnan, éditeur de l'agence Ecofin qu'on connaît tous et de plusieurs plateformes de référence sur le continent, sur l'économie en tout cas africaine. Il est journaliste spécialisé surtout dans les questions économiques et financières africaines depuis plus de 15 ans. Il est également reconnu pour son expertise sur les enjeux de développement, en particulier les gouvernances, comme on dit, les gouvernances actives et budgétaires. Bienvenue dans le Débrief Afrique. Alors, d'abord, la déclaration de Vincent Magouegné, qui s'inscrit bien sûr dans le contexte des tensions aujourd'hui migratoires et qui font la une des journaux et des médias, et des critiques adressées à certains États africains confrontés à des violences ou à des mouvements de population. En affirmant Vincent Magouegné, je le cite justement, il nous dit que les condamnations que nous avons reçues de différents pays du continent ne devraient pas se limiter à des condamnations, mais devraient également s'accompagner d'une volonté d'échanger de manière constructive sur les problèmes et les facteurs qui poussent les gens à quitter leur pays natal. Je remets ça dans son contexte parce que les condamnations devraient également s'accompagner de volonté d'échanger de manière constructive. Vincent Magouegné déplace donc le débat moral vers un débat structurel. Je m'adresse à vous d'abord, Idriss. Comment est-ce que vous lisez ce message? Est-ce qu'il va quand même au-delà de dire, écoutez, nous sommes plutôt xénophobes ou nous ne le sommes pas? C'est à vous de retenir peut-être vos concitoyens. Bon, déjà, je n'ai pas très envie qu'on dise que les Sud-Africains sont xénophobes. Je pense que les causes qui conduisent à ce qu'on a vu en Afrique du Sud, et il ne faut pas se méprendre, qui sont reprochables, peuvent être beaucoup plus profondes, et il n'est effectivement pas à exclure que de nombreux Africains qui se retrouvent en Afrique du Sud
majoritairement des Zimbabwéens ou encore des gens qui viennent du Ghana ou même du Nigeria. C'est parce qu'ils veulent profiter d'une économie qui est structurée et qui offre un certain nombre d'opportunités. Alors, quand cela se mélange au fait que l'économie mondiale est en crise et que les pays ne parviennent plus à générer de la valeur pour tout le monde, il est très facile de faire porter le discours selon lequel le problème, ce sont les étrangers. Et justement, là où je ne suis pas d'accord avec le monsieur qui a prononcé ces phrases, c'est que les Sud-Africains, eux aussi, sont en expansion, peut-être pas en volume, mais en valeur dans beaucoup de pays africains, ne serait-ce que pour générer de la rentabilité. Des grands groupes de télécommunications, je ne donnerai pas le nom parce que nous ne sommes pas là pour faire la publicité, sud-africains, ne tirent profit et de croissance que parce qu'ils sont dans ce pays que ce monsieur qu'on appelle Vincent Magwenya trouve mal géré. Il faudrait que ces grands groupes de télécommunications, qu'ils quittent ces pays puisque ces pays sont mal gouvernés. Et il y a aussi des groupes bancaires qui sont en expansion en Afrique et qui tirent une bonne part de croissance de revenus en étant dans ces économies-là. Donc, tout en reconnaissant qu'il y a un défi avec le fait que certaines personnes trouvent en Afrique du Sud un Eldorado qui a été travaillé, il y a aussi le fait que c'est ça l'Afrique, c'est l'Afrique des mouvements, c'est l'Afrique des peuples, et que les Sud-Africains, eux aussi, peut-être qu'ils ne viennent pas en masse, mais le peu de personnes sud-africaines qui arrivent dans les pays africains installent un système de rente qui leur permet d'avoir beaucoup d'argent et qu'ils rapatrient systématiquement et parfois sans toujours payer le juste impôt. Ouais, mais je vais juste rappeler quand même que M. Magoué, c'est le porte-parole justement de la présidence de la République sud-africaine. C'est important. Donc sa sortie, sa prise de position donc compte, ça parle à tout le monde, je crois. Et son propos suggère plutôt que les migrations ne peuvent pas être réduites seulement à des problèmes de sécurité, donc sécuritaire et humanitaire ponctuel. Ce qu'il dit. En tout cas, je vais me tourner vers Mohamed Diong. Est-ce qu'il faut replacer ce débat-là au centre d'un débat beaucoup plus général pour dire pourquoi est-ce que les populations bougent d'un pays à un autre selon les opportunités qui s'offrent à eux, comme Driss le disait tout de suite. Oui, tout à fait, Bachir. Moi, je pense qu'en fait, la déclaration du porte-parole du gouvernement sud-africain pose la problématique de l'intégration africaine. Parce qu'au-delà de tout ça, quand même, quand on parle de l'intégration africaine, on s'inscrit dans un triptyque économique, politique et social. Absolument. Donc, du coup, ce que Idriss tout à l'heure a évoqué, c'est la problématique économique. Effectivement, est-ce que réellement les entreprises internationales, les multinationales doivent quand même investir dans un pays où la stabilité sociale pose problème? C'est à eux de voir. Nous, on fait canaliser. Maintenant aussi, ce que le porte-parole a dit, pour moi, le débat de fond, c'est un débat politique. Parce que quand on parle d'intégration africaine, on parle de circulation, de mobilité, tout à fait. Je pense qu'on reviendra sur ce point-là tout à l'heure. Il y a un sujet qui va évoquer ça. Moi, je pense que après, ce qu'il parle, c'est un Sud-Africain. Le contexte, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des condamnations de ce qui se passe dans ce pays. Et si on regarde bien, effectivement, l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est un pays économiquement fort en Afrique, mais très fragile sur le plan social. Et on ne va pas revenir sur les problèmes qu'a vécu. Donc c'est un pays qui a avancé, mais aujourd'hui la fragilité reste en fait entière. Mais pourquoi aujourd'hui les jeunes Sud-Africains en fait se lèvent pour dire qu'ils ne veulent plus d'étrangers? Mais il faut voir la question économique en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud traverse une crise aiguë. Aujourd'hui, le chômage est à 4,2%. 42% plutôt, 42% en Afrique du Sud, ce qui est énorme. Et du coup, effectivement, le premier en fait coupable, c'est qui? C'est qui est venu prendre notre place? C'est l'étranger. Alors maintenant, les pays qui entourent l'Afrique du Sud, c'est qui? C'est les Zimbabwe, c'est le Mozambique. Et tous ces pays-là sont en crise. Donc du coup, les jeunes se déversent en fait dans ces pays pour essayer de trouver un mieux-être. Maintenant, la problématique centrale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème d'intégration africaine. Et je pense que
la ZLECAf et d'autres institutions africaines qui vont travailler dans ce sens, quand même, ils ont matière à discuter, à travailler quand même, pour que ce qui se passe en Afrique du Sud ne soit pas, en fait, ne se déverse pas dans d'autres pays, parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, avec les ressources naturelles, avec la migration, avec beaucoup de choses, quand même, l'Afrique traverse une période extrêmement compliqué par rapport aux enjeux économiques et sociaux. En tout cas, ce n'est pas exclusif à l'Afrique du Sud. Je pense que ce mouvement est plutôt global sur le continent. En tout cas, c'est dans tous les pays attractifs où les gens vont, quoi. C'est ce qui est logique. Omar Ndiaye, j'aimerais avoir votre analyse depuis Dakar sur cette question, vous qui traitez aussi ces questions internationales. Est-ce que cette idée ouvre la réflexion sur la nécessité d'un dialogue plutôt fondé sur les causes plutôt que les seules conséquences? Oui, merci beaucoup, merci pour la question. Je pense que la dernière fois, nous avons débattu de cette question, en fait, de l'Afrique du Sud sur votre plateau. C'est récurrent, et ça revenait à parler des champs que les champs que les Africains se génèrent pour les fermiers. Et je disais que l'Afrique du Sud, aujourd'hui, au-delà de l'apartheid qui a été aboli au début des années, vers les années 94, avec la question au pouvoir de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud traverse aussi autre apartheid qui est un apartheid économique. L'apartheid économique, c'est quoi? C'est aujourd'hui que beaucoup de classes sociales sud-africaines sont un peu, j'allais dire, mis sur le bord de la touche vis-à-vis de la croissance qu'a connue ce pays-là. Et ces masses populaires-là, qui habitent les townships, que ce soit de Johannesburg ou de grandes villes, réclament quoi? Réclament des emplois, réclament des conditions décentes, réclament des opportunités économiques pour leurs enfants. Et bon, forcément, quand l'étranger vient, et ça c'est tout à fait naturel, ce n'est pas propre à l'Afrique du Sud, dans tous les autres pays, que ce soit même en Europe, vous avez vu la montée de l'extrême droite. Pourquoi? Parce que quand il y a crise, les causes sont rejetées sur l'étranger. Et l'étranger, comme on dit, a bon dos par rapport aux crises économiques que traversent les pays, où l'immigration est assez, j'allais dire, accentuée. C'est assez accentué. L'Afrique du Sud n'échappe pas à cela. Donc, je pense que le problème le plus important, ce n'est pas de dégager en touche, comme l'a fait la présidence sud-africaine, mais c'est de regarder les causes profondes de cette xénophobie. Donc, il faut le dire, je pense que c'est une xénophobie qui revient de manière fréquente chaque année. Si ce n'est pas les fermiers blancs, c'est les étrangers. Pourquoi, d'un seul coup, l'étranger, qu'il soit fermier blanc, ou bien qu'il soit zimbabwéen, ou bien nigérian ou ghanéen, est pointé du doigt? Justement, Omar le disait, on va justement sortir de cette question parce qu'elle est infernale. On ne s'en sort jamais. On en parle chaque semaine pratiquement. En tout cas, cette logique rejoint sous un angle différent les déclarations d'Emmanuel Macron cette fois-ci sur l'Afrique et la francophonie, parce que ça nous intéresse aussi. Driss, encore, je vais me tourner vers vous parce que lorsque le président français affirme que, je le cite justement, l'épicentre de la langue française ne se trouve pas sur les quais de Seine, mais dans le bassin du fleuve Congo. Idriss, je veux juste votre analyse d'abord, vous connaissez bien l'Europe, et que donc vous connaissez bien l'Afrique, notamment l'Afrique francophone. Qu'est-ce que ça veut dire comme message? Est-ce que c'est une sorte de reconnaissance de la fin de la France-Afrique? Alors, c'est une question un peu difficile, parce que je n'ai pas fait partie de l'équipe des personnes qui ont rédigé le discours du président français. Mais quand j'ai vu dans le lot des points de vue que nous allions discuter, cette déclaration, je me suis personnellement posé la question de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire, le président français. Est-ce qu'il veut dire aujourd'hui que nous n'avons pas rejeté la France? Parce que, quand je dis, on a vu quand même pas mal de sentiments anti-français dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, et même au sein des communautés africaines vivant en France, il y a un sentiment anti-français. Je ne sais pas s'il veut dire que vous rejetez quelque chose dont vous êtes pourtant le cœur, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous disiez « je n'ai plus envie de mon cœur ». Ça n'a pas de sens. Vous allez mourir dès que vous allez vous débarrasser de votre cœur. Si c'est ce qu'il voulait dire, je pense personnellement, avec beaucoup d'humilité, qu'il n'a raison que sur un seul point, c'est sur le point de la population. En effet, plus de 51% à cause de la population de la République démocratique du Congo, près de 103 millions de personnes, vivent sous la francophonie. Mais il faut nuancer cela.
Si on prend par exemple le cas d'un pays comme la RDC, justement, bien que le français soit la langue officielle, la langue la plus parlée, y compris dans les administrations, c'est le lenga, qui est une langue locale qui est dominante. Vous parlez français à beaucoup de gens, ils ne savent même pas ce que vous êtes en train de parler. Je pense que même sur le point culturel, je crois que l'Afrique n'est vraiment pas ce cœur de la francophonie. Maintenant, sur le plan économique, si on retire des pays comme le Canada, le Maroc, qui s'est beaucoup battu pour devenir un vrai pays de production industrielle, l'Algérie, qui a une économie plutôt plus ou moins structurée, mais le reste des pays africains de la francophonie sont des perdants dans la relation avec la France. Ouais, l'excédent commercial est élevé entre la France et le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry. Les Africains, ils n'y gagnent rien en réalité. Vous voyez, donc ça veut dire qu'ils nous prennent avec la culture un peu comme le faisait Abraham Campbell, qui disait qu'on a une culture religieuse pareille, mais en réalité, ils sont les vrais gagnants économiques. Pour moi, le vrai de la francophonie, si le président Macron veut aller jusqu'au bout, c'est qu'il faudrait que la richesse créée par les entreprises françaises reste en Afrique. À partir du moment où cette richesse reste en Afrique, les Africains n'auront plus envie d'aller ni en Afrique du Sud, encore moins en France. Si les Africains vont en France, c'est parce qu'ils ont l'impression que la richesse créée chez eux est rapatriée dans ces pays-là et ils vont en prendre une petite partie. Donc, c'est un message culturel, mais j'avoue que on ne serait pas tous d'accord sur ce que le président français voulait partager comme émotion. Absolument, on ne sera pas d'accord, certainement. Omar Ndiaye, en tout cas, ne le sera pas sûrement. Omar, parce que je vais juste recontextualiser, peut-être c'est la première fois quand même qu'un sommet, surtout parce qu'on parle du sommet Afrique-France encore, qui s'est tenu dernièrement à Nairobi, au Kenya. Ce choix s'est-il imposé selon vous parce que l'Afrique francophone dit non à la France simplement, ou le sentiment anti-français s'est beaucoup développé dans le Sahel. Et c'est pour ça aussi que la France, aujourd'hui, se cherche un peu de destination nouvelle, en tout cas la partie anglophone du continent. Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense que j'ai eu à l'écrire dans l'une de mes chroniques hebdomadaires que je publie dans Le Soleil. Et c'est dans une chronique datée du 30 octobre 2025 que je disais qu'il y a un changement de curseur et de marqueur de la politique africaine de la France vers l'Afrique anglophone. Si vous voyez bien, sur le plan économique, sur les cinq plus grands partenaires de la France en Afrique, si vous voyez bien, vous trouverez 3 pays francophones, que ce soit le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya. Il n'y a que 2 pays francophones, le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui se trouvent. Donc, si vous voyez bien, sur le plan économique, il y a un déplacement du curseur français vers l'Afrique anglophone. Pourquoi? Mais je pense qu'à la fois, c'est plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. À la fois, vous l'avez expliqué, il y a une lame de fond qui traverse un peu la jeunesse africaine depuis presque une décennie. C'est ce que le soi-disant sentiment anti-français, qui est aujourd'hui réel. Quand vous partez dans l'Afrique ouest-africaine, ou bien dans la zone du Sahel, le sentiment anti-français, il est réel. Il est réel. Pourquoi? Parce que dans le discours politique, souvent teinté de souverainisme, c'est la France qui est accusée souvent, peut-être à tort ou à raison, de capter les ressources économiques africaines ou bien d'avoir des positions ambivalentes par rapport à des questions comme sur les droits de l'homme, sur les questions politiques et autres. Et cette ambivalence-là a fait que la France a beaucoup perdu du terrain. Et autre chose aussi, il faut voir que beaucoup de pays africains francophones sont en train de diversifier leurs partenariats. Vous avez de nouveaux acteurs comme la Chine, comme la Turquie, comme l'Inde, comme la Russie même, qui est là actuellement, qui sont là présents et qui sont de nouveaux partenaires de ces pays-là et qui, sur le plan économique, offrent des opportunités, sur le plan diplomatique aussi, offrent des opportunités, sur le plan militaire aussi, offrent des partenariats que ces pays africains-là essaient d'essayer ou bien essayer j'allais dire, d'implémenter pour un peu se substituer à la présence française. La France, ayant compris cela, s'est tournée vers l'Afrique francophone. Et si vous voyez bien, ces dernières années, beaucoup de dirigeants d'Afrique anglophone ont visé la France, que ce soit le président nigérian qui était là-bas en visite d'État, que ce soit le président ghanéen qui a été plusieurs fois là-bas aussi. Et aujourd'hui, la France se déplace pour un sommet France-Afrique vers le Kenya. Ça se trouve que vraiment nous sommes dans un vrai tournant de la politique africaine de la France. La France maintenant
voit plus son avenir vers les pays anglophones que vers les pays francophones. Et cela, ça se comprend bien parce que les dynamismes économiques, les coopérations économiques sont plus, j'allais dire, accentuées, sont plus intenses avec ces pays anglophones que les pays francophones, ce qui fait que la France, vraiment, comme je l'ai dit, déplace son curseur vers ces zones-là. En tout cas, vous et Michel Linge, vous dites presque la même chose, mais en des termes bien différents, forcément. Cette reconnaissance culturelle, en tout cas, est prolongée par une autre déclaration du président français. C'est la deuxième déclaration que je vais citer. Et je vais m'adresser à Mohamed Ndjong. Après, le président Macron nous dit c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. En clair, le président Macron dit c'est fini cette époque où l'Afrique était considérée comme un précaré de la France. Est-ce que c'est un testament africain d'Emmanuel Macron, finalement, de dire que le précaré français est fini? Moi, je dirais qu'enfin, Macron reconnaît en fait une réalité politique évidente. Parce que s'il disait que le sentiment anti-français récemment, après il revient dire que le précaré, c'est fini. Moi, je pense que à le dire ou bien ne pas le dire, le précaré c'est fini. 2017, je ne sais pas quand est-ce. Mais aujourd'hui, comme l'a dit mes confrères, en fait, la compétition en Afrique, elle est là. Personne ne peut nier en fait l'émergence de nouveaux acteurs sur le continent, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan même politique, sur le plan sécuritaire. Donc quand on remonte un peu par rapport aux déclarations d'antan disant oui, le sentiment anti-français, aujourd'hui, il change carrément de stratégie parce que c'est à l'évidence qu'il faut voir les choses. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la francophonie. Et moi, je vois la francophonie comme un outil très important. Parce que d'ici 2050, figurez-vous que les pays africains qui parleront français seront 60% du continent. Ce n'est pas rien. Alors que le Canada se bat aujourd'hui pour récupérer la francophonie. Et le bassin du Congo, qui est le poumon africain, où Macron fait allusion à une déclaration, Idrissa l'a dit, c'est 110 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre aujourd'hui à les capter. Maintenant, que ce soit les pays anglophones ou bien les pays francophones, en tout cas, la France aujourd'hui, il n'y a plus de précarité en Afrique. La compétition, elle est ouverte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est nous, acteurs africains, les leaders, les politiques africaines, comment ils vont s'en saisir. Les élites africaines, comment ils vont maintenant voir la France qui est obligée de changer et faire face à une compétition étrangère. Je pense que si on regarde bien la position ou bien le nombre d'entreprises françaises en Afrique, avec Business France, qui dit qu'il y a 2400 entreprises françaises en Afrique. Ouais. C'est pas rien. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire que même si le précaré, c'est fini, mais la France, elle est là en Afrique. Elle est là avec ses outils, avec ses leviers, que ce soit la francophonie, avec ses entreprises, comme l'on dit tout à l'heure, avec beaucoup de multinationales. Donc, le précaré, c'est fini, mais pour moi, la France, elle est là. Maintenant, il faut que l'Afrique, la France, regarde maintenant, on cherche un nouveau logiciel de coopération économique quand même pour aller de l'avant. Parce que dire oui, la France, elle est là, ok, mais l'Afrique et la France, c'est une très longue relation culturelle. Justement, vous parlez de nouveaux logiciels de coopération. Justement, il a été question beaucoup de ça. Driss Linge, je me tourne vers vous. Vous qui couvrez surtout les questions économiques de la région, de la sous-région en tout cas, justement, il a été beaucoup question de Afrique forward, c'est-à-dire Afrique en avant ou Afrique en élévation, si on parle en bon français, en avant en tout cas. Mais est-ce que c'est une nouvelle façon justement de déplacer le curseur vers le tout économique avec l'Afrique, parlant de la France bien évidemment? Non, écoutez, je pense que ce type d'événement comporte un ensemble de choses. Hein. Il y a de la communication politique. Je ne suis pas très doué pour parler des questions politiques. Il y a aussi des opportunités. Hein. Vous savez, pour organiser un tel forum, il y a des entreprises qui encaissent énormément d'argent, donc qui trouvent les choses les plus sexy pour vendre la communication comme il faut. Et il y a aussi effectivement des opportunités purement économiques. Alors, je ne pense pas qu'on ait attendu ce forum pour plonger l'Afrique dans le futur. Quand vous regardez, à un moment donné, les Africains ont pris conscience, même par la force des choses, c'est-à-dire par exemple parce qu'il était devenu inaccessible pour beaucoup d'Africains de consommer des biens produits en Europe parce qu'à des prix inatteignables pour eux, des pays comme la Turquie, comme la Chine, comme l'Inde, et j'ai même envie de dire dans une certaine mesure, comme le Maroc, ont pris le relais et ont été
parmi les premiers fournisseurs africains. Donc, l'Afrique Forward dont on parle aujourd'hui, on est déjà en train de la vivre lorsqu'on regarde les chiffres comptables de la balance des investissements et de la balance commerciale. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est ce qui n'a pas été analysé, peut-être même par nous, les journalistes économiques, c'est est-ce qu'on regarde la présence de la France en termes de pourcentage ou bien on regarde la présence de la France en termes de marge qu'elle dégage? Parce que c'est normal. Il y a 30 ans, bien que la France soit le précaré, c'est pas moi, l'Afrique soit le précaré, entre guillemets, de la France, je dis n'importe quoi, pouvait générer 30 milliards d'euros de valeur ajoutée sur l'Afrique. Mais si aujourd'hui, en étant simplement le 4e partenaire économique, la France génère 60 milliards d'euros de valeur ajoutée avec ses relations sur l'Afrique, bah, c'est toujours un gain pour la France. Absolument. Maintenant, ce que la France a envie de dire, c'est que nous sommes prêts à prendre en compte ce que vous faites. Par exemple, pour dérisquer l'Afrique, j'ai pris conseil chez Sidi Oulta, le président de la Banque africaine de développement. Pour aller défendre cela, je vais prendre Ruto. Maintenant, dans une logique purement personnelle, je trouve que tout ça, c'est de l'enfantillage. Les Africains n'ont pas besoin de ça. Je regardais aujourd'hui l'arrivée de Trump en Chine. Je n'ai pas vu la Corée du Sud ou encore l'Indonésie ou tout autre pays prendre l'avion pour aller rencontrer Trump. Je pense que les Africains continuent d'en faire un peu trop et de se montrer tout petits. Je pense que la vraie capacité de l'Afrique sera de s'unir, de ne plus être xénophobes entre eux, de pouvoir se développer dans le cadre de la ZLECAf, que les Africains n'aillent plus chercher le paradis en Europe. Et à partir de ce moment, on aura un vrai discours du forward thinking. De mon point de vue, le forward thinking, c'est les Africains qui doivent le construire, pas le construire avec un autre pays étranger. En tout cas, oui, le message est bien reçu, je crois. Driss, merci pour cette analyse encore. Donc, dans cette perspective de refondation des relations humaines, je me tourne cette fois-ci vers l'appel du pape Léon XIV qui a condamné toute forme de discrimination et de persécution. Léon XIV a invité justement les représentants musulmans sénégalais accompagnés de responsables catholiques à un engagement commun en faveur d'un dialogue fondé sur la paix, la justice et la vérité. Le pape les a reçus en audience samedi matin, condamné toute forme de discrimination et de persécution fondée sur la race, la religion ou l'origine, refusé toute instrumentalisation du nom de Dieu. Omar Ndiaye, je vais me tourner vers vous parce que vous êtes le plus concerné d'entre nous, je crois, en dehors de moi bien évidemment et de M. Ndiong. Sommes-nous dans une séquence plus humaine et philosophique simplement pour parler de manière claire? Tout à fait, tout à fait. Je pense que le nouveau pape Léon XIV est un pape, comme on l'a dit, un pape politique, un pape aussi qui parle de manière philosophique et de manière morale. Je pense que le fait de recevoir une délégation sénégalaise n'est pas anodine parce que le débat anodin dimanche, le Sénégal est connu comme une terre où cohabitent de manière harmonieuse chrétiens, musulmans et même d'autres religions qui sont des religions animistes. Et cela n'a jamais posé de problème dans ce pays, dans le Sénégal. Et le fait que cela soit vraiment exposé au niveau du Vatican a fait que le pape a pris, comme on dit, la valeur au bon pour parler au monde, parler urbi orbi au monde pour leur dire que, écoutez, maintenant, là, il faut que la religion cesse d'être un instrument pour créer des guerres, pour créer des animosités entre les sociétés humaines. Je pense que la religion ne doit pas, comme l'a dit le pape, être un facteur de discrimination ou bien un facteur de déstabilisation. Et cela, je pense que c'est un appel lancé à tous les sociétés humaines où la religion, à toutes les sociétés humaines où la religion est aujourd'hui un facteur clivant. Je pense que cela ne doit pas être le cas et je pense que le pape a bien fait de rappeler cela. Et je pense que l'exemple sénégalais doit être enseigné au monde et d'autres exemples aussi, au-delà de l'exemple sénégalais, doivent être enseignés au monde pour dire que, écoutez, les religions, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient animistes, peuvent cohabiter de manière harmonieuse, de manière, j'allais dire, harmonieuse et même d'une manière où les tensions peuvent être évitées. Et cela, je pense que ce sera pour le bien du monde et pour le bien de l'humanité.
Mohamed Diong, je pense que c'est un peu un appel à un dialogue des cultures et des religions. Tout à fait. Je pense que le message, c'est ça, en fait. Le pape, en fait, il a utilisé en fait, la singularité de la coexistence pacifique au Sénégal entre les catholiques et les musulmans pour en faire un message universel. Parce que si on regarde le monde aujourd'hui, les basculements, tout ce qui se passe au Nigeria, le plus proche, avec ce qui se passe avec Boko Haram au Sahel, partout dans le monde aujourd'hui, le monde est cristallisé par des tensions interreligieuses. Donc si le pape prend le Sénégal, qui est un petit pays en Afrique de l'Ouest, et pour en faire un exemple de coexistence pacifique, pour moi, que c'est tant mieux pour le Sénégal, mais pour autant, il ne faut pas se dormir en fait sur les lauriers, disant que oui, la cœur du Sénégal peut être fait ailleurs, mais au Sénégal, c'est un processus en fait. Depuis Senghor, si on remonte, on regarde bien, pour moi, l'exemple du Sénégal doit être enseigné pour toute l'Afrique, tout le monde, à une coopération pour un vivre ensemble entre les communautés qui ont une foi différente, comme différentes religions, ainsi de suite. Moi, je pense que le pape, son magistère sera très intéressant parce que c'est un pape qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il va au front, il a affronté déjà Trump, donc du coup, il touche une question sensible, extrêmement importante, la question de la religion en politique. Moi, je pense que peut-être que durant son magistère, on verra le monde plutôt, aller dans le sens de la discussion, des débats, pour quand même apaiser les tensions interreligieuses. Peut-être c'est sa multiculturalité qui fait ça aussi. On va rappeler que le pape, il est américain, il a vécu en Europe, là il est en Italie, il est vraiment quelqu'un de très ouvert d'esprit, si on considère ses déclarations ou ses prises de position depuis le début de son magistère. Pardon. En tout cas, la déclaration de Alex Moubirou prolonge aussi cette réflexion sur un terrain concret cette fois-ci, celui de l'intégration africaine. Parce qu'on parlait justement de xénophobie et tout, je vais le citer. Je plaide pour une transformation en profondeur de l'Union africaine, bien sûr, exemption de visa, interopérabilité des systèmes numériques, intégration des marchés. Alex Moubirou est le DG, le directeur général justement de la BAD, de la Banque africaine de développement pour l'Afrique de l'Est. Driss Linge, je me tourne vers vous. Est-ce que pour vous, c'est un plaidoyer pour simplement encore un nouveau plaidoyer pour la mobilité? On parlait de mobilité tout à l'heure, d'accueil des autres. Est-ce que c'est un nouveau plaidoyer ou c'est un bis repetita? Bon, j'ai envie de dire que ce n'est pas un nouveau plaidoyer. Je vais aller sur deux niveaux. Il y a déjà des pays qui ont compris cela et qui avancent. Ils n'ont pas été envahis. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Bénin, c'est le cas du Rwanda, c'est le cas aujourd'hui du Kenya. Ils n'ont pas été envahis. Ils ont pourtant dit tous les Africains peuvent venir chez nous sans avoir besoin. Je pense qu'au Sénégal, comme m'avait dit la dame de l'immigration, c'est free visa, mais ça ne veut pas dire sans visa. Vous devez quand même prendre le visa à l'aéroport, même s'il est gratuit. Ça, j'avais beaucoup aimé la nuance sénégalaise. Mais voilà, mais il y a des pays qui ont déjà permis cela. Et il y a des pays, je ne veux pas les citer, mais il y a des pays qui exigent encore le visa de l'Afrique et des autres Africains, pour des raisons et pour d'autres, ce qui est absolument une aberration. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a l'Afrique des aéroports modernes, des hôtels, des conférences internationales. Et il y a l'Afrique des peuples. Quand vous allez au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, en Guinée, je le parle sous le contrôle de mes frères sénégalais, en fait, quand vous allez dans les frontières de ces pays, il n'y a pas de frontières. Il n'y a que des gens qui ont envie d'aller rencontrer leurs frères ou leurs partenaires économiques. C'est pareil quand vous êtes en Afrique de l'Est et que vous faites de Dar es Salaam jusqu'à Kampala en Ouganda. Mais vous voyez des gens qui ont tous la même mentalité. En Afrique australe, c'est pareil. Quand vous regardez les Zimbabwéens, même que les Sud-Africains chassent de chez eux, la plupart sont des Zoulous aussi. C'est des Zoulous, c'est les mêmes gens. Ils ont mené les mêmes combats de libération. Donc, je n'arrive pas à comprendre qu'on en soit encore à faire de cette question de la libre circulation un plaidoyer. Et je vais vous dire pourquoi c'est une faiblesse. Un jour, j'ai discuté avec un ambassadeur de l'Union européenne dans un pays africain et j'ai pris mes grands chevaux. Je dis, ouais, mais les Européens, vous ne nous donnez pas de visa, vous êtes toujours comme ça, vous ne voulez pas de nous. Bref, je me suis présenté comme le gars le plus européen. Et elle m'a dit simplement, mais monsieur Linge, dans combien de pays africains pouvez-vous aller sans visa?
Et quand j'ai commencé, j'ai réalisé que dans beaucoup de pays africains, beaucoup plus qu'en Europe, je suis obligé d'avoir un visa pour m'y rendre. J'ai fermé ma petite bouche et peut-être c'est ce que je veux faire maintenant. Je veux fermer ma petite bouche. En tout cas, le message est bien entendu, même si vous ne parlez pas, c'est éloquent de toute façon. Mais justement, je vais prendre la deuxième partie de cette situation qui me paraît aussi intéressante, c'est l'interopérabilité des systèmes numériques et l'intégration des marchés. Là, je pense que c'est le côté économico-technique qui est posé. Je m'adresse à vous, Mohamed Ndiong, justement. Comment il faut comprendre ça? Est-ce que c'est un appel c'est à accélérer un peu la zone, la ZLECAf, simplement? Oui, exactement. Je pense qu'il parlait de l'interopérabilité numérique, c'est les paiements digitaux. Alors, si on prend les pays africains qui sont en avance par rapport à ça, c'est le Kenya, c'est le Maroc, c'est d'autres pays, c'est l'Afrique du Sud, par exemple. Et quand on regarde ces pays, la trajectoire économique de ces pays par rapport aux nouveaux outils de paiement, ça veut dire que c'est très important. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique est en recul par rapport à l'intégration économique. On parle d'intégration de mobilité humaine. OK, c'est très bien. Mais ce qui est plus important, c'est l'intégration économique. La ZLECAf, les routes. Est-ce que, Bachir, vous savez qu'un Africain, il fait, pour faire une opération en fait, économique, il fait 2 fois le trajet intercontinental pour l'Afrique. Par exemple, un Kenyan, pour faire une opération au Rwanda ou bien au Maroc, c'est comme si, en fait, il a fait l'intercontinent 3 fois, 2 à 3 fois. Ça veut dire que nos outils économiques, digitaux ne sont pas performants. Et l'incidence, c'est quoi? Ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas connectés. Et l'incidence, c'est quoi? C'est qu'au lieu de commercer à 60% comme l'Europe, aujourd'hui, l'Afrique est à 15%. Donc, ça veut dire que le problème est tellement vaste que les initiatives de l'interopérabilité économique, de la mobilité humaine, sont des cas, sont des problématiques qui sont là. Donc, du coup, la ZLECAf, pour moi, c'est phénoménal. Maintenant, est-ce que la ZLECAf a les moyens aujourd'hui, a un calendrier extrêmement rigoureux pour aller dans ce sens, tout en réglant les barrières politiques? Parce que sans, en fait, le règlement des questions politiques, la ZLECAf va aller de réunion en réunion, de conférence en conférence, alors que la problématique économique en Afrique restera entière. Ce que je veux dire ici pour terminer, c'est-à-dire que le cas du Maroc, le cas du Kenya ou bien le cas du Rwanda, pour moi, devait être des cas d'école en Afrique pour l'interopérabilité économique. Un Sénégalais qui achète chez un Guinéen ou bien un Burkinabé doit pouvoir payer immédiatement et que le commerce puisse aller. Parce que sans cette fluidité économique, l'Afrique va avoir des problèmes, notamment dans la croissance économique vers les années futures. Effectivement, donc la mobilité ne se pose pas seulement en termes de mobilité des personnes, mais aussi des biens et des finances, des flux financiers. Vous en parlez, Mohamed Ndiong, justement. Je me tourne vers vous, Omar Ndiaye. Est-ce que les frontières héritées de la colonisation sont-elles encore aujourd'hui un frein pour nos pays, en tout cas pour la mobilité de nos business et de nos populations? Oui, mais tout à fait, tout à fait. Je pense que la première question de ce débat-là est venue remettre en avant cette problématique de la mobilité. Je pense qu'il faut aller vite vers l'intégration économique, vers l'intégration politique, vers l'intégration culturelle. Et je pense que les outils comme le numérique peuvent être des outils assez puissants pour nous faire, vous allez dire, sauter des étapes dans cette intégration-là. Je pense que le plaidoyer de ce monsieur de la BAD est très éloquent, très éloquent et très significatif. Je pense que le numérique, que ce soit le numérique, que ce soit l'intégration des marchés aussi, peuvent nous aider à abolir les frontières, comme vous le dites. Je pense que les frontières physiques sont toujours là. Maintenant, si avec le numérique, avec l'économie, ces frontières-là peuvent disparaître. Je pense que le commerce, les échanges numériques, ce sont des outils très importants pour faciliter le rapprochement entre les peuples. Et je pense que ça ne doit pas se limiter juste à des phrases. Je pense qu'il y a des actes à poser. Il y a des actes à poser par rapport à cela sur la mobilité des Africains en Afrique, sur la circulation des biens et des services, sur l'interconnexion des marchés. Je pense que des pays, comme l'a dit Jong, sont en avance sur ces questions-là. Je pense qu'il faut prendre exemple d'eux et aller vite. Je pense que le temps presse. Le temps presse. Pour nous Africains, je pense que les défis à venir sont très importants. Et pour relever ces défis-là, il nous faut aller vite, il nous faut aller ensemble. Et ça, aller ensemble-là, c'est vraiment faire en sorte que l'intégration soit plus effective, soit plus fonctionnelle et ne soit plus des intégrations de mots, des intégrations de slogans, et que ce ne soit pas plus des vœux pieux, comme on le dit, et radieux. Et je pense que l'avenir nous appartient, nous Africains, mais c'est à nous d'aller vite, c'est à nous
de faire en sorte que de nous utiliser, d'interconnecter le plus rapidement possible. Et je pense que les outils sont là, le télécaf, comme l'a rappelé John, et d'autres outils, le numérique, sont là pour nous aider en cela. Ouais, vous avez dit que pour aller loin, il faut s'unir. Pour aller vite, il faut aller tout seul, quoi. Mais pour aller loin ensemble, il faut être ensemble, quoi, pour aller très très loin. Cependant, cette ambition intégratrice, justement, qu'on appelle de tout neveu, se heurte aux réalités aussi sécuritaires, ça, il faut le dire. Parce que la déclaration, justement, ça nous amène à la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop, illustre cette tension, justement, en refusant le dialogue avec, je le cite, le gouvernement malien, dit-il, n'envisage pas de dialoguer avec des groupes armés terroristes sans foi ni loi. Donc, des groupes armés terroristes, comme il le dit, le gouvernement malien affirme qu'une ligne de fermeté face à l'insécurité qui frappe le Sahel, justement, depuis plusieurs années. Cette position donc traduit la difficulté des États, de nos États de manière générale, à commercer, à en tout cas échanger en termes d'abord de business et ensuite les populations, la mobilité. Driss Linge, est-ce que ces questions de frontières, vous qui êtes au centre aussi un peu au centre du pays de l'Afrique, hein, le Bénin n'est pas loin de l'Afrique, du centre de l'Afrique, est-ce que ces questions se posent autour des pays dans lesquels vous gravitez, autour du Bénin? Alors, j'ai envie de dire que ma situation est exceptionnelle parce que au sein de l'UEMOA et même de la CEDEAO, je suis un alien, c'est-à-dire un étranger. Donc, je n'ai pas les mêmes facilités, mais quand je regarde, par exemple, nos autres frères de la CEDEAO, ils n'ont pas ces problèmes de mobilité. Ils se déplacent comme ils veulent. Hein. Il n'y a pas, dans 15 pays, il faut limiter. Ils se déplacent comme ils veulent, mais seulement dans 15 pays de la CEDEAO, il faut le dire. Et c'est déjà beaucoup, parce que si vous prenez, par exemple, le cas de l'Afrique centrale, et que nous excluons le Rwanda, si je parle de la CEAC, hein, je parle de toute la CEAC, qui est un peu comme la CEDEAO. Si vous prenez la CEAC, moi, en tant que Camerounais, je ne peux circuler que dans les 6 pays de la CEMAC. J'ai besoin d'un visa qui coûte d'ailleurs très cher. En RDC, en Angola, je pense que le Kenya n'en fait pas partie. Donc voilà, j'ai besoin d'un visa pour au moins 2 grands pays, la RDC et l'Angola, qui sont normalement, potentiellement, 2 marchés importants pour des producteurs camerounais qui voudraient aller sur ces marchés-là. C'est des marchés de près de 180 millions de personnes, mais il faut un visa pour y aller. La deuxième barrière, je pense aussi de mobilité, notamment toujours pour la zone CEAC, c'est aussi qu'il n'y a pas toujours des infrastructures. La zone sahélienne bénéficie de ce que l'espace semi-désertique donne quand même la possibilité de se mouvoir d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors que dans le pays de la CEAC, il y a la grande barrière que constitue la forêt équatoriale, qui est quasiment inaccessible et qui ne permet pas toujours de bouger et qui ne permet même pas aussi de construire des infrastructures de mobilité avec une certaine aisance. Parce que construire aujourd'hui une route qui relierait de manière adéquate, mettons le Cameroun à par exemple Kinshasa ou même à Boudjimaï, qui est une zone agricole en RDC, ça demanderait de détruire plusieurs hectares de forêt, alors qu'on aurait peut-être moins cette contrainte-là si on veut faire une route qui partirait de Ouagadougou jusqu'à Dakar, parce que les conditions naturelles le permettent. Donc, je pense qu'il y a, comme je disais, il y a la réalité politique, il y a la réalité, comment dire ça, pas anthropologie, mais des groupes, des unités structurelles. En Afrique, les gens bougent énormément, ils voyagent autant qu'ils peuvent, mais le type de voyage dont on a besoin pour créer un vrai levier économique est freiné par plusieurs facteurs, au-delà des problèmes politiques. Et je vais sortir peut-être en ajoutant une chose. Par exemple, il parlait d'intégration numérique. Pendant que nous continuons de ne pas accepter les roamings ou alors de mettre des roamings trop chers, dernièrement, j'ai fait l'expérience, j'étais en RDC, et il y a une entreprise basée en Europe qui me permet d'acheter du bundle, c'est-à-dire des data. Dès que j'arrive en RDC, je les utilise comme si j'avais un numéro congolais. C'est absolument ridicule. On ferme notre capacité à nous intégrer numériquement et on crée de l'opportunité pour des entreprises européennes qui vont encaisser notre argent, créer de la richesse chez eux. Et après, on vient faire des discours. Je pense qu'il faut quand même que les Africains commencent à mieux aborder les soucis qui sont les leurs.
Oui, en tout cas, ouais, il y a beaucoup de paradoxes dans tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Michel Ndiang, justement, est-ce que cette déclaration du ministre malien des Affaires étrangères, est-ce que c'est une opportunité, en tout cas, pour de nouvelles alliances africaines à faire face à toutes ces situations, ces tensions politico Oui, mais en fait, moi, je pense que la déclaration d'Abdoulaye Diop traduit un peu le durcissement doctrinal de la ligne en fait, du pouvoir malien vis-à-vis des mouvements terroristes. Parce qu'au-delà de tout ça, en fait, la question, c'est une question sécuritaire, c'est une question de souveraineté et territoriale. Donc, du coup, dire que, voilà, ils ne vont plus prendre de gants, ça veut dire que pour moi, ça a été anticipé depuis le début, parce que les autorités maliennes ont déchiré complètement les accords d'Alger, parce qu'ils ne veulent plus s'asseoir à la même table des djihadistes. Absolument. Parce que s'asseoir avec ces gens-là, pour eux, c'est comme légitimer le combat. Absolument. Et qu'un pouvoir souverain n'a pas à discuter avec des terroristes. Les terroristes, on doit les mater, on doit les dégager. Et sans prendre de gants, sans discussion, régler le problème sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, ce que ça passe, récemment, on l'a tous vécu avec des camions marocains qui ont été attaqués, brûlés, tout ça. Ça veut dire quoi? Que le commerce a des problèmes. Aujourd'hui, la ligne entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, toutes ces régions, aujourd'hui, le commerce est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des mouvements terroristes qui bloquent. Aujourd'hui, on assiste à un changement, à une mutation de combat. Ce n'est plus un combat djihadiste, mais c'est un combat économique. Et aujourd'hui, asphyxier le Mali, c'est impossible. Donc moi, je pense que les autorités maliennes ont raison aujourd'hui de faire ce combat-là, de ne plus s'asseoir, à mon avis, de ne plus s'asseoir avec des personnes supposés terroristes, djihadistes, parce que déplacer le curseur du djihadisme est autre chose, d'une autre idéologie, et parler maintenant d'économie, ça, ce n'est plus le Mali, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera asphyxiée. On parle du Sénégal. Toute l'Afrique peut-être, finalement. Oui, pourquoi pas? Parce qu'en fait, ça commence par un effet d'entraînement, ça grignote, ça grignote. Donc, depuis ce matin, on parle d'intégration africaine, on parle de logistique, on parle de numérique, mais aujourd'hui, la question sécuritaire, elle est extrêmement importante. Et aujourd'hui, entraver en fait cette dynamique, aujourd'hui, c'est poser un véritable problème au développement du continent. Moi, je pense que les autorités maliennes ont raison quand même de ne pas prendre de gants et aller franco avec cette question. Driss Linge, je me tourne vers vous juste en une phrase, deux phrases, votre avis sur cette question aussi. Je pense que c'est plus complexe. Hein. Je pense qu'on combat quand même ces terroristes avec des armes depuis très longtemps. On n'a pas éradiqué le problème. Si les Américains combattent les terroristes avec des appareils les plus sophistiqués, on n'a pas résolu le problème. Je crois que c'est des questions très complexes qu'un seul pays ne peut pas à lui seul gérer. Mais maintenant, est-ce que les pays... Et justement, il y a une vraie opportunité pour que l'ensemble des pays africains essayent de travailler sur des questions sécuritaires, que ce soit dans le Sahel ou même que ce soit à l'est de l'Afrique ou dans la corne de l'Afrique où tous ces problèmes-là existent. Mais c'est très délicat. Je ne suis pas très souvent pour qu'on massacre tout le monde parce que ça ne résout pas le problème de fond. Au contraire, ça crée une violence qui engendre d'autres violences perpétuelles. En tout cas, on aura presque fait le tour des questions d'actualité qui nous intéressent cette semaine. Juste une dernière qui m'intéresse, moi, c'est sur le sport, le football en l'occurrence. C'est la citation de Pierre Sage, justement entraîneur, pour parler justement de notre voisin malien qui a été ballon d'or africain, pratiquement, c'est ça, c'est l'équivalent. Oui, c'est l'équivalent, c'est le prix Vivien Foé. Il nous dit que c'est un joueur généreux, parlant justement de son poulain qui a été Sangaré, justement, mais pas généreux au sens simple de l'effort. Il est généreux avec le football. Il donne une approche, un rendu de celui-ci qui est à la hauteur de ce que les gens attendent dans un stade. Bien utiliser le ballon, beaucoup courir, marquer des beaux buts, être très solidaire avec ses partenaires. Donc cet appel à cette solidarité-là, juste en une phrase chacun, ça inspire quoi? Allez, on commence par Omar Ndiaye depuis Dakar. Je sais que vous n'aimez pas le foot, mais bon. Oui, j'aime le foot. Je suis un amateur de foot. Et j'ai été très heureux de voir le Malien Oumoudou Sangaré être récompensé depuis Vivien Foé. Il était en compétition avec 2 autres Sénégalais, Lamine Camara. J'aimerais bien que les Sénégalais gagnent, mais bon, il faut faire play sportif et il faut féliciter le jeune Sangaré qui représente un peu cette nouvelle dynamique du football malien. Je pense que c'est un joueur qui a été formé au Mali, qui a émigré très jeune et qui aujourd'hui joue dans le club de Reims, qui est le 2e du championnat français. Je pense que le football enseigne cela. Le sport, c'est un sport collectif. C'est tout le monde qui gagne. Quand vous marquez, mais c'est l'équipe qui gagne.
quand vous utilisez bien le ballon, vous donnez bien à vos partenaires. Et je pense que ça donne cet esprit-là, cet esprit du jeu collectif, qu'il faut aller ensemble, comme je l'ai dit, pour marquer du but, pour gagner. Je pense que c'est le message à lancer. Merci. Jouons ensemble, gagnons ensemble et soyons heureux ensemble. Merci Omar Ndiaye. Finalement, a conclu tout le débat. Je crois Driss n'a plus rien à rajouter. Il a tout dit. En tout cas, merci Omar Ndiaye. Je rappelle que vous êtes journaliste, grand reporter au Soleil, Le Soleil. Donc, on peut vous lire tous les jours sur Le Soleil du Sénégal. Idriss Linge aussi, merci depuis Cotonou. Merci pour votre contribution. C'est toujours enrichissant vos analyses par rapport aux questions qu'on se pose. Merci et on espère vous revoir très bientôt sur nos antennes. Merci également à Mohamed Diong qui est sur le plateau avec moi, mon confrère Mohamed Diong. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, les questions encore continuent à se poser. Comment construire les relations internationales, culturelles, sociales, fondées non plus sur la domination, la fermeture ou la confrontation, mais sur la reconnaissance mutuelle, l'intégration de la responsabilité collective entre ambition de coopération, exigences sécuritaires et aspiration à une nouvelle place de l'Afrique dans le monde. Ces déclarations témoignent justement des profondes recompositions politiques et culturelles du XXIe siècle. Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Mention spéciale encore à nos équipes techniques, éditoriales et de production. À la semaine prochaine, Inch'Allah.